Qu'est-ce que tu es en train de lire, mon cher Jérôme? Ce que tout jeune homme devrait savoir. Série mondiale des connaissances intimes. Oui, mon homme. Moi, là, si j'avais su ça avant, hein? T'aurais voulu le lire avant? Ouais. Ça a l'air passionnant. C'est excitant. C'est recommandé par des hygiénistes. Parlant de lecture excitante et palpitante, spectateurs, je m'en vais vous lire quelque chose. Là, on a des gros sujets là, à aborder. Puis il y en a un très important depuis que je suis rentré au Kamouraska qui me fascine. C'est où la réalité rencontre la mythologie avec l'histoire du loup-garou de Kamouraska. Envoyez-le ça. On est le 21 juillet 1766, est publié dans la très crédible The Gazette de Québec. Hein? Donc, le journal s'appelait La Gazette, c'était The Gazette. Je vous le lis tel quel. L'on apprend de Saint-Roch, près de Kamouraska, qu'il y a un loup-garou qui court les côtes sous la forme d'un mendiant, qui, avec le talent de persuader ce qu'il ignore et en promettant ce qu'il ne peut tenir, à celui d'obtenir ce qu'il demande. À mon avis, on était payé à virgule dans ce temps-là. C'est Marcel Proust très jaloux. On dit que cet animal, avec le secours de ses 2 pieds de derrière, arriva à Québec le 17 dernier, qu'il en repartit le 18 suivant dans le dessein de suivre sa mission jusque à Montréal. Cette bête est, dit-on, dans son espèce, aussi dangereuse que celle qui parut l'année dernière dans le Gévaudan, le Gévauclan ici. Non, et c'est pourquoi... C'est le Gévaudan, ça? Oui, mais il était écrit Gévauclan, mon cher. Ah bon? Et c'est pourquoi l'on exhorte le public de s'en méfier comme d'un loup ravissant. J'avais lu cette histoire-là. Hop, t'as sorti tes attraits de loup-garou pour l'événement. Oui. J'étais comme ému aujourd'hui de parler du loup-garou, donc j'ai sorti ma propre griffe de loup-garou et ça m'aide à lire, en fait. Ce qui m'avait bidonné avec cette histoire-là, c'est que déjà, ce truc-là qui apparaît dans le journal, vous, à la maison, vous vous demandez, hey, ils nous ont déjà passé des faits d'une relativité qualité... Relative qualité. D'une relative qualité historique, voilà. Ils sont en train de nous en pousser d'autres. Mais pour toi, à la maison, Télésino va te montrer l'article que les gens de la Bibliothèque et Archives nationales, aidés de nos amis de la Société historique de la Côte-du-Sud, ont déterré. Mais ce qui est beau avec l'histoire, c'est qu'il y a une suite. Je peux-tu m'essayer à la lire, moi aussi? La suite de cette histoire-là, oui. Parce que d'ailleurs, elle est vraiment croustillante. Parce que le journaliste, non content de son premier article, a récidivé. Oui, c'est ça. Là, c'est le 10 décembre 1767. Fait que c'est plus qu'un an après, ni plus ni moins. Il a dû faire rire de lui un peu avant, mais là, il revient. Ah non, mais il tenait un morceau, là. De Kamouraska, le 2 décembre, nous apprenons qu'un loup-garou qui roule en cette paroisse depuis plusieurs années et qui a fait beaucoup de dégâts dans le district de Québec a reçu plusieurs assauts considérables au mois d'octobre dernier par divers animaux que l'on avait armés et déchaînés contre ce monstre. Je te mets un temps mort. On prend 2 secondes de pause ici. On a armé des animaux qu'on a déchaînés contre le loup-garou. On est au Kamouraska. Nos animaux, c'est quoi? C'est des vaches, des moutons, peut-être des chevals puis des chiens. On les arme comment? Moi, je dis qu'on y a mis un petit collier de cuir avec des studs. C'est ça. Ah oui, allez le mordre. Ouais, Fido, vas-y, go. Et déchaîné contre ce monstre. Et notamment le 3 de novembre suivant, qu'il reçut un si furieux coup par un petit animal maigre, c'est tout qu'une arme, ça, que l'on croyait être entièrement délivré de ce fatal animal, vu qu'il a resté quelque temps retiré dans sa tanière au grand contentement du public. Vous apprécierez encore la structure de phrase. Oui, non, c'est vraiment superbe. Mais l'on vient d'apprendre par le plus funeste des malheurs que cet animal n'est pas entièrement défait. Au contraire, il commence à reparaître plus furieux que jamais et fait un carnage terrible partout où il frappe. Défiez-vous donc tous des ruses de cette maligne bête et prenez bien garde de tomber entre ses pattes. Écoute, on l'invente pas, là. Ça a été paru dans le très crédible The Gazette. Oui, à preuve que c'est historique, j'ai même pas joué de guimbarde pour cet événement-là. Ouais, c'est pas un conte du bas du fleuve, c'est une source avérée. Ça peut avoir l'air complètement fou, complètement mythique, mais là où la réalité devient augmentée, j'ai envie de dire, c'est que si vous vous rendez au Musée de la mémoire vivante, il possède un artefact dans le musée qui est ni plus ni moins qu'une griffe de loup-garou en fer forgé, qui aurait été faite en quelque part dans les années 1800. Voulez-vous me dire ce qu'un ferblantier de la région avait à
produire un truc qui ressemble à un poing américain en forme de tête et griffes de loup-garou. Un sens de l'humour, un sens de l'humour. Moi, je pense qu'ils ont retrouvé des restes. Moi, ce que j'aime, quand on a cherché à expliquer cette histoire-là de loup-garou, tu vas nous sortir ton hypothèse après. Je me déleste, hein? Oui. C'est un peu Tombe inconfortable. pas à l'eau avec ça, tu vas te nailler. Ce que j'aime de cette histoire-là de loup-garou, c'est que quelqu'un avait sorti l'hypothèse pour expliquer ça, que c'était peut-être juste un langage codé en disant « Attention, il y a quelqu'un d'un parti politique qui n'est pas le nôtre qui fait une cabale avec le talent de persuader ce dont il ignore et de promettre ce qu'il ne peut tenir. Hein? » En politique, on connaît ça. Fait que moi, c'était une variante qui me plaisait. Ah, pourquoi pas? T'sais, il y avait quand même des luttes épiques en politique à ce moment-là. Mais je pense que tu avais ta version, toi aussi. Hein, pour... Moi, la version que j'ai est peut-être un peu plus inspirée de ma passion pour le tourisme, l'histoire touristique. En fait, c'est que Kamouraska, à cette époque-là, était déjà fréquenté par quelques villégiateurs. On est dans une ville, un village qui était surtout marin. Les gens qui habitaient là travaillaient beaucoup sur les navires l'été. Puis bon, il y avait plusieurs débits de boissons où nos matelots venaient s'épancher l'histoire et la légende quand ils revenaient l'hiver. Les hivers étaient longs. Mais il y avait quand même une période de transition à l'automne où les villégiateurs, nos bourgeois de Québec, nos gens de lettres, comme un journaliste, croisaient nos marchands et nos matelots qui revenaient sur Terre. Et puis là, dans les débits de boissons, ça s'échangeait des histoires. Et il ne serait pas impossible que notre journaliste qui a écrit ça à Québec ait tout simplement entendu une légende racontée dans un débit de boisson par un local qui s'est un peu payé la tête d'un urbain, tu sais. Donc, notre urbain est revenu dans sa ville avec un bon conte rural. Et là, on s'est joué un petit peu peut-être de lui et voilà. C'était tout qu'un journaliste, vraiment. Puis tu sais, il tenait sa crédibilité parce qu'il est retourné 2 fois, là. Oui, lui, il valide ses fake news. C'est ça. Mais j'avais, dans le même ordre, ça me fait penser à une autre histoire qui m'est arrivée personnellement, en fait. Oh. Saint-André, mon Dieu, j'étais guide touristique à l'époque. Ouais. Puis à Saint-André, on avait mis, pendant les festivals d'été, les festivals, je pense. Je suis pas fiable. OK. Moi non plus. Pendant les festivals d'été, on avait mis des personnages de bois, ce qui n'est ni plus ni moins que des épouvantails habillés avec des vêtements. Ça représentait un peu la volonté d'un village de rester animé, puis en même temps, ça montrait un peu que c'était la fête au village. Ça restait installé là à peu près un mois, en juillet, août, comme ça, dans le village. En tout cas, j'aimais beaucoup ça. Moi, je pense qu'on devrait relancer cette tradition-là. Oui. Mais j'ai un touriste qui débarque, puis qui me dit, les bonhommes de bois, là, d'où ça vient, ça? Fait que je raconte l'explication que je viens de te donner, tu sais, animer le cœur du village. Il me dit non. Il dit pas ça. Il dit va voir plus loin. Là, je dis va voir plus loin, tu sais. Fait que c'est bien simple. Moi, je prends le téléphone. Quand je veux aller voir plus loin, j'appelle le maire, tu sais. Fait que, il était pas maire à l'époque, mais j'appelle Gervais. Faire simple. On fait simple, on appelle Gervais. Bon, on appelle Gervais. Puis je savais que c'était lui qui avait commencé ça. Fait que je dis Gervais, je dis les bonhommes de bois. Puis il m'a confirmé précisément ce que je t'ai raconté. Puis il me dit oui, c'est moi puis les enfants. On s'est amusé à décorer ça, puis on a installé ça dans le village, tu sais. Fait que moi, j'avais ma confirmation. Fait que je regarde mon touriste, puis je dis ben là, j'ai dit moi, je te ramène ça là de la source la plus fiable que j'ai. Il me dit non. Il dit t'es pas au courant, va voir plus loin. Puis là, il me rajoute, la madame en face, elle le sait. Ça donne qu'au presbytère, il y avait une vente de garage un peu qui roulait en permanence pour financer la fabrique. OK. Puis là, je me doute, tu sais. Puis rendu au soir, je vais voir Rita, puis je dis, qu'est-ce que tu y as dit? Mais là, OK. Tu connais l'histoire des héros de la Rivière-Ouelle? Oui, la fameuse bataille, le général Phipps, accompagné du premier l'évêque. Oui. C'est ça. Ben, pour les gens à la télévision qui ne sauraient pas, c'est que les Anglais, à l'époque de la conquête, ont essayé de débarquer. C'était juste pour se ravitailler à Rivière-Ouelle. Non, c'était pas à l'époque de la conquête, mon Dieu, c'est bien avant la conquête. C'est avant ça. Oui, c'est la fois où ils ont été se faire répondre par la bouche des canons de Frontenac ou quelque chose du genre. Il y avait même apparemment une Charlotte Ouellette qui était à cet endroit-là, qui s'est vantée jusqu'à la fin de sa vie d'être la meilleure tireuse de mousquet aux Anglais. Ah bon, tu vois. Charlotte Ouellette, quand son nom. Finalement, les Canadiens s'étaient placés en embuscade et quand les Anglais ont essayé de débarquer, ils ont tiré dessus. Ce qui explique le nom de la place. T'sais. Considérant qu'ils ne pouvaient pas débarquer, les Anglais ont fait « Well, on va retourner chez nous ».
C'est devenu la rivière Well. Well. Ouais. À la télé, vous comprendrez que ces faits sont d'une véracité historique discutable. Mais c'est ça. Fait que ce que Rita avait commencé à dire à ce pauvre touriste, c'est que au travers des Canadiens, qui étaient fort peu nombreux, ils avaient ajouté des bonhommes de bois, des épouvantails, Ce qui était des leurs pour faire croire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'ils étaient en réalité. Et que ce serait en commémoration de cette bataille que 80 de la population a oublié, qu'on mettrait maintenant des personnages de bois à Saint-André. Parce qu'il en reste encore? On les sort plus. Il faudrait les refaire. Allez, on sort du placard, là. J'aimerais ça. Faudrait les refaire. Un petit redesign, là, mais ça pourrait être très beau, très contemporain. Là, avec, faut réfléchir au projet. C'est génial. Peut-être qu'il aurait dû réutiliser ça, l'idée de l'épouvantail, pour faire peur aux troupes anglaises, au moment où les Anglais ont fait le brûlage systématique de la côte, du Kamouraska. Oui, la côte du Sud. Ce qu'on appelle l'incendie de la côte du Sud. Ouais, là, c'est la nuit des Anglais. Oui, c'est qu'ils passaient de maison en maison, ils ont incendié systématiquement jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. L'idée était d'empêcher les Canadiens d'aller défendre Québec, ce qui était plutôt efficace comme technique, parce que quand tu es occupé à survivre, tu as d'autres choses à faire que d'aller te battre. Oui, puis c'était pratique aussi pour ramasser de la provision, quand on a un siège à tenir. Mais peut-être que ça pourrait être une des 4 ou 5 raisons qu'on pourrait ajouter à pourquoi la maison Langlais-Lebel, qui est la belle grosse maison de pierre là, entre Kamouraska et Saint-Denis, proche du fleuve, c'est peut-être une des raisons qu'on pourrait ajouter pourquoi elle est encore existante, celle-ci, par rapport à toutes les autres maisons du comté. Tu veux que j'élabore? Va plus loin, mon brave. La maison Langlais-Lebel, c'est une maison qui me fascine depuis qu'on est arrivé au Kamouraska, moi et ma conjointe, parce que des maisons de pierre au Kamouraska, il n'y en a pas. Des maisons de l'époque de la Nouvelle-France, il n'y en a pas. Sauf une. Il reste... donc, sur la 132, juste un peu avant de rentrer à Kamouraska, côté sud du chemin, il y a une très belle maison du régime français qui date dans quelque part, je crois, c'est 1930-1940, qui est tout de pierre avec 4 cheminées. 1940? Non, 1730, 1700. J'ai-tu dit 1900? On a coupé. Je vous ai donné, pas une fourchette, je vous ai donné un râteau. Puis cette maison-là serait notre seule maison sur notre territoire, au Kamouraska, qui date du régime français. Peu après la bataille des plaines d'Abraham, les Anglais sont revenus ici pour faire des provisions. On s'entend, il y a des milliers de Rangers et d'Anglais là, qui occupent la ville de Québec. Il faut qu'ils mangent. On est à l'automne, on est avancé à l'automne, donc ils ont besoin de provisions, ils ont besoin de vivre. Le Kamouraska, c'est le garde-manger de la ville. Hein? Ici, on produit les fruits, les légumes, les produits maraîchers, la viande, et on vend ça dans les villes, sur les marchés. D'ailleurs, on avait des marchands prolifiques déjà à cette époque-là au Kamouraska. Donc, les Anglais seraient débarqués un peu à l'est de Kamouraska, en quelque part entre Saint-Germain et Saint-André, puis ont procédé au brûlage systématique de toutes les habitations, les navires, les granges. Mais dans ton histoire, toi, c'est après la conquête? C'est après les plaines d'Abraham? C'est quelques jours après, parce qu'il y avait besoin de nourriture pour tenir le siège. Tu vois, c'est ça qui est bidonnant. C'est que moi, j'ai la version un peu opposée, où je vais raconter aux gens, regarde, ils sont débarqués à peu près à la rivière des Caps à Saint-André, puis ils ont marché en incendiant tout pour aller rejoindre Wolfe à Québec. OK. Fait que moi, je le plaçais avant. Moi, je le place après, et il débarquait tout près du calvaire de Saint-Germain. Fait que finalement, on peut vivre avec ce flou, c'est un flou artistique. Moi, j'ai pas de problème, surtout que ça fait, chers téléspectateurs, vous pouvez aller certainement trouver de l'information dans certains bouquins et sur Internet, puis ça va vous inciter à lire, à faire des recherches. C'est bon. On en revient, c'est à cause de la maison. Pourquoi qu'elle n'a pas brûlé? Bien, c'est ça. Là, imaginez, cette maison-là avait plusieurs ouvriers. Là, ils voient les panaches de fumée noire monter au loin, la rumeur de la guerre. Hein? Là, c'est à cause que c'est dramatique ce qui se passe. Je veux pas en rire, là. La maison Langlais voit les troupes anglaises arriver. Il y a plusieurs théories. Moi, j'ai entendu dire que le monsieur Langlais, Maison Langlais, les Anglais arrivent, seraient allés au-devant des troupes pour proposer le gîte, tout bonnement aux troupes. Attends, les Anglais sont pas plus fous que d'autres. Ils ont besoin de dormir sous un toit. Ça donne bien, il y a des granges, une ferme, une grande maison. Donc, propose le logis aux troupes, puis en échange, on brûle pas la maison. Deuxième théorie, qui se combine peut-être à la première, c'est qu'ils possédaient une grosse cave à vin. Beaucoup d'alcool, beaucoup de spiritueux,
Donc, a bien arrosé les troupes. Il a acheté. Il a acheté un peu la paix et les Anglais sont repartis au lendemain matin avec leur bord, leur mal de tête. Troisième théorie que j'ai entendue, c'est que c'était le papa d'une nombreuse famille avec beaucoup de filles qu'il aurait promis aux troupes. Yeah. Celle-là n'est pas le fun. C'est pas le fun. Encore une quatrième version que j'ai entendue, c'est que c'est la seule maison en pierre du comté. La pierre, ça brûle pas mal moins bien que le bois. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mettre le feu à une roche, c'est pas évident. Du coup, quand les troupes ont passé, ont effectivement mis le feu aux granges, aux bâtiments. Les ouvriers qui étaient cachés dans les fossés, derrière les petits cabourons près de la maison, seraient revenus éteindre le feu, une fois les troupes éloignées, et ils auraient réussi à éteindre l'incendie, reconstruire en vitesse une toiture sur cette maison-là. Et il n'y a plus de vivres, il n'y a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on peut récolter encore au Kamouraska en octobre-novembre? De l'anguille! De l'anguille! Et donc, juste en face de la maison anglais, aurait été chercher leur gréement pour pêcher l'anguille, faire des stocks et réussir à passer l'hiver. Je peux pas dire, moi, aujourd'hui, en tant que presque nouvel arrivant de 7 ans, c'est quelle la véritable histoire. Il y a peut-être un mix des 4-5 versions. J'aurais plaisir à ajouter peut-être les épouvantails, éventuellement, qu'on aurait dû mettre. Mais de toute façon, toi puis moi, la vérité, on s'en balance un peu. Ben, Ce qui nous intéresse, c'est de rêver. C'est de rêver des histoires et de compter. Là-dessus, je pense que le rêve est atteint. J'en ai un autre, une histoire un peu politique. 1911, toi, aux élections. Oh, on est en pleine guerre, là. 1911, non, un petit peu avant. On s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Ça s'apprête. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des élections à Saint-Pascal. Le classique, une partie de la population est conservatrice, l'autre est libérale. Et, bouge pas, il faut que je repense à mon truc. Les libéraux n'arrivent pas à faire leur assemblée. OK. Parce que les conservateurs se sont emparés d'un rouleau pour paver les chemins, OK? Probablement juste pour les damer, parce qu'à cette époque-là, ça ne devait pas être trop pavé. À vapeur, une machine à vapeur, qui utilisait le sifflet, le bruit du sifflet, pour assourdir puis pour empêcher l'orateur du camp libéral de faire son discours. C'est bien désagréable. Oui, ça, c'est rapporté par Napoléon Dumont, d'ailleurs, si je ne suis pas mêlé. Le plus drôle, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que, maintenant, les élections, on voit ça un petit peu en direct, puis il y avait Bernard de Rome au Radio-Canada qui nous annonce que si la tendance se maintient. À peu près 8 secondes après le début des élections. Là. C'est ça. Ouais. Mais là, c'était plus flou. Fait que les libéraux apprennent qu'ils ont gagné, entreprennent un triomphe, toi. Un triomphe, à l'époque, c'était d'aller niaiser l'autre, carrément. T'es gagné! Fait que là, ils ont trouvé, non, moi pas, là, Saint-Pascal, j'ai un peu de misère à voir où est-ce que tu aurais pu trouver ça, mais ils ont trouvé un canon. Un canon? Un canon. Puis, ils ont été tirés du canon devant la maison de l'organisateur conservateur. Allez. Pour les faire suer, tu sais. Il était probablement... Oui, probablement juste avec de la poudre, puis ils allumaient la poudre noire. Pour faire du bruit, tu sais. Puis, le gag, c'est que c'est pas les libéraux qui ont gagné, finalement, c'est les conservateurs. Il y a eu comme un bout de temps, les résultats étaient tellement... Il y a eu un recomptage. C'était pas un recomptage, mais l'information est rentrée au compte-gouttes. Puis quand ils ont fini par apprendre qui avait vraiment gagné, c'était pas ceux qui étaient en train de triompher, c'était l'autre clan. C'était les conservateurs. Non. Mon Dieu, mais c'est une histoire qui se répète sans fin ici. Oui. Mais le plus drôle, c'est que là, les canons, les conservateurs mettent la main dessus. Puis ils ont passé le restant de la nuit à faire tonner le canon devant la maison de l'organisateur libéral. J'adore ça. C'était une nuit un peu assourdissante. Puis même, tu sais, dans le même ordre de rivalité, je pense à Saint-Joseph de Kamouraska. Oui, je sais où tu t'en vas. Petit village, là. On a quoi de population à Saint-Joseph? 450? Tout juste 400. Tout juste 400? Tout juste 400. Bon. Regardez, si vous voulez, on va prendre mon chiffre 450, c'est plus motivant. Oui. Mais c'est ça. L'élixir de jeunesse, de toute façon, est là-bas. Je ne doute pas que la population... C'est ça, on va te les repeupler. Puis bon, c'est ça. Saint-Joseph, ils ont tout petit village, tout petit cœur de village, à peu près construit par le même homme, d'ailleurs. Avec une fameuse de belle église, le clocher, la grange à dîmes. Tout est là. C'est bon. Moi, je trouve que ça ressemble un peu comme une boule de Noël dans la neige, là, que tu shakes la petite neige qui tombe. Je trouve que Saint-Joseph ressemble à ça. C'est beau. Puis, tu as deux magasins généraux, face à face. Là où le bureau municipal, puis le bâtiment juste là, au côté de la rue. C'est ça. Ouais. Face à face. Puis là, tu te dis, mon Dieu, mais comment deux magasins généraux peuvent vivre dans ce peu d'espace? Il y avait beaucoup de petits magasins généraux, il faut dire, des rampes, ces trucs-là, mais là, deux magasins face à face qui sur le même coin de rue devant l'église. Compétition directe.
Puis j'ai appris que c'est ça, il y en avait un pour les unionistes et l'autre pour les libéraux. unionistes? Oui, l'Union nationale. Ben oui. Puis les autres pour les libéraux. Et suivant ton allégeance politique, tu allais au bon magasin général. OK. Puis quand il y avait des assemblées publiques, encore là, il y avait le goût pour les orateurs. Il n'y avait pas de télé, il y avait pas la radio était plus ou moins là. Fait que quand il y avait des assemblées, ben ça se faisait sur les galeries. Il y avait des grandes galeries à 2 étages sur ces bâtiments-là. Puis l'orateur se mettait au 2e étage. Puis j'avais même rencontré une dame de Saint-Joseph qui m'avait dit « Ah oui, puis moi, j'avais été... ma job pendant cette conférence-là avait été de remettre des fleurs à l'orateur. C'était stagé, wow. là. OK, c'était même Comme stagé. le petit bébé que tu vas embrasser, puis tout. Mais là, il faut imaginer la population de Saint-Joseph, après le parvis d'église, descendre dans la rue juste en face. Côté droit de la rue, unioniste, côté gauche, libéraux, peut-être l'inverse. Mais tu sais, ça devait t'animer un cœur de village. Tu sais, en tout cas, pour rester dans le politique, j'ai envie de te donner un petit challenge, probablement l'histoire la plus abracadabrante qu'on a eue au Kamouraska et qui est vraie. Je sais où tu t'en vas. Vas-y, mon bib. La première fois que je l'ai entendu parler, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. On m'a dit qu'il y a déjà eu quasiment un prêtre nazi à Saint-Pacôme. Ouais, là, ça, c'est... Là, on m'avait tiré ça par des cheveux que j'ai pas, là, mais... Ouais. Vas-y. Hein? Ben, je la commence, mais je pense que tu es rendu plus ferré que moi sur cette histoire-là. peut-être pas. Prêtre nazi, ça, c'est la variante Bibo. OK? Comment qu'il me traite? mais c'est sûr que moi, j'ai probablement pas la vraie variante historique. Mais on parle d'un notable, d'un noble, même pas un notable, un noble français, Jacques, de son vrai nom, de Bernonville. C'était quoi? De Bernonville était son vrai nom. Ouais, il est arrivé ici sous un autre nom. Oui, sous le nom de Benoît, je pense. C'est pas grave, ça change rien dans l'histoire. Fait que, toujours est-il que de Bernonville, pendant la Première Guerre mondiale, il a été soldat, il s'est battu du bord des Français. Puis pendant la Deuxième... Puis soldat émérite, médaillé. Oui, c'était un officier. Puis pendant la Deuxième, il s'est rangé du côté du gouvernement du maréchal Pétain. Et il s'est spécialisé dans la traque aux résistants. Fait que c'était vraiment un spécialiste de ça. Il était acharné dans la traque aux résistants. Ouais. Il était très respecté des SS, où il en a même fait partie. J'ai un peu de misère à croire qu'un Français puisse faire partie des SS. Mais c'était un collaborateur avéré. Oui, puis majeur. Puis quand la guerre se termine, ben c'est pas le bon bord pour lui, là. Fait que Non, ça sentait le chauffer. vite, faut se cacher. Puis c'est là que l'histoire veut qu'il se soit camouflé, qu'il ait traversé en Amérique déguisé en prêtre, et qu'il se soit rendu à Saint-Pacôme. Oui. D'où l'histoire du prêtre nazi, c'est un peu une entourloupette. Mais à Saint-Pacôme, il était déjà plus sous un déguisement de prêtre. Je pense que tu peux reprendre... Ben, en fait, moi, les lectures que j'ai faites de là, on peut aller se renseigner, juste chercher l'affaire de Bernonville. C'est énorme. En gros, c'est... Oui, il s'est effectivement caché dans un monastère en France, où il a fait un peu ses ordres, si on veut, et il est arrivé au Canada déguisé en prêtre avec un faux passeport et par le jeu on va dire, de personnes politiques ou de personnages assez importants qu'il y avait autant dans notre région qu'à Ottawa, il a été caché dans notre territoire et on lui a trouvé à travailler et à loger. Mais c'était pas un monsieur qui faisait des histoires, là. Il y avait ses allégeances, il y avait ses problèmes, ses boulets qui ramenaient de là-bas. J'appellerais ça un squelette dans le placard. Oui, il y avait pas pire squelette dans le placard. Mais ici, apparemment, à Saint-Pacôme, il manquait pas une messe, il manquait pas un office. Très, 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 très religieux. Donc, on le voyait beaucoup à l'église, mais il se mêlait pas aux gens. Il restait assis en arrière, il faisait sa petite affaire. Allait travailler, bon travaillant, quelqu'un de fiable, de solide, mais il se mêlait pas aux autres ouvriers. Puis, à un moment donné, quand on a commencé à faire les procès aux collaborateurs en Europe, mais aussi outre-mer, parce que plusieurs se sont cachés, il y a eu une grande bataille politique au Québec où autant l'Église que les différents partis politiques ont pris publiquement position à savoir si on devait condamner ou pas Bernonville. Et là, ce que j'ai compris, c'est que les Français avaient appris qu'on avait mis la main sur le collabo, qu'on avait leur collabo, Oui. puis ils voulaient le revoir, ils voulaient faire subir son procès. Oui, puis est-ce que le procès avait lieu ici, là-bas? L'histoire fait qu'il est disparu avant la fin. Mais, Est-ce que tu sais où il s'est retrouvé? oui, mais juste avant, en fait, ce que je comprends, c'est que les élites, les Canadiens anglais voulaient le retourner aux Français,
Puis l'élite canadienne-française, une grosse majorité, voulait le protéger, le maintenir ici, puis le défendre un peu. Oui, oui. Ce qui est assez intriguant comme, Oui. comme histoire. Oui, moi, ce que j'avais entendu, c'est je crois qu'il s'est ramassé au Brésil, hein, au Mexique. Il s'est retrouvé en Amérique du Sud où il a été retrouvé mort, Oui, j'avais entendu cette histoire dans les années 70. assassiné. Oui, puis moi aussi, j'avais lu un peu la même histoire que toi. Puis quand j'avais lu ça, je m'étais dit, waouh, assassiné, il y a une vengeance. Il y a dans une l'histoire. vengeance enfin. Non? C'est ça. Ben, oui, non. C'était le fils de sa gouvernante qui était droguénette qui l'avait tué finalement. Oui, parce que, paraît-il, il avait la main un peu... Il avait la main lourde avec sa madame là-bas, et puis, ben, son ou ses enfants l'auraient vengé. OK, fait qu'il y a quand même une Il y a une vengeance. forme de vengeance. OK, moi, je l'imaginais juste se droguer et un peu perdu d'un brume qui finissait par... Ouais. Dans tous les cas, une bonne petite recherche sur Internet, l'affaire de Bernonville, là, c'est un conte fascinant qui s'est passé ici. Ouais, ben Alex, c'est la fin de notre série. Moi, j'ai un regret, finalement. J'espérais plugger plus d'expressions du bas du fleuve du Kamouraska que ça. T'en as lâché tout le lot, c'est juste que ça a passé Je m'en inaperçu. suis pas rendu compte, mais check bien ça. Une petite fleur était tombée sur la glace. C'était bien coulant. Fait que, il est tombé sur le camp. André, t'auras un harlet de neige. Si Perrault peut le faire, On peut nous on peut autres le y faire tout. aussi. Des petits remerciements rapides? Oui, ben merci Bib d'être venu. Sérieusement, sans toi, j'aurais été tout seul. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait passer du bon temps avec quelqu'un. Puis de rappeler que ce qu'on vous a présenté, c'était pas des vérités historiques, c'était les vérités molles de Bibo et Bouchard. Fait que servez-vous peut-être pas de ça pour vos devoirs à l'école. Ouais. Merci TVCK aussi. Merci Archives de la Côte-du-Sud et tous ceux qui nous ont inspiré des contes. Puis pour tout le monde, si on vous a fait du tort, Excusez-la. excusez-la.